Pour ce 7e épisode de l'aventure des plantes, nos équipes de reportage sont allées promener leurs caméras au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à l'île Maurice et enfin en Amérique du Sud. Tout laisse penser que c'est sous le climat tropical, il y a une centaine de millions d'années, à l'ère secondaire, que les fleurs primitives ont passé le premier contrat d'association connu entre plantes et animaux. Contrat qui se résume en 2 termes, je te nourris, tu me fécondes. Les fleurs adaptées aux oiseaux sont parmi les plus anciennes connues. Il n'y a pas d'herbes fécondées par les oiseaux, il n'y a que des arbres. Et ceux-ci comptent parmi les plus beaux arbres du monde. Pour eux, c'est une nécessité commerciale, être beau. Parce qu'ils doivent offrir à leurs clients aériens le plus de fleurs possible, contenant le plus de nectar sucré possible, dans l'emballage le mieux adapté à la clientèle. En somme, ce sont des grandes surfaces pour les oiseaux, des hypermarchés. Comme le camelot s'installe sur le trottoir, la fleur à oiseaux s'installe sur les branches. Il faut bien être sur le passage du client. Les voici les plus beaux arbres à oiseaux. Ce sont les grandes légumineuses qu'on appelle les flamboyants. Le Césalpinia ou orgueil de Chine, etc. Ce n'est pas par hasard que ces fleurs sont généralement rouges, roses, orange ou jaune. Ce sont les couleurs de prédilection des oiseaux, qui voient les couleurs comme nous, alors que les insectes ont une vision totalement différente, et sont par exemple aveugles au rouge. Voici une expérience filmée, en Allemagne, avec un oiseau que les Allemands appellent le Türkischvogel, l'oiseau turc. Les disques d'un rouge plus ou moins vif sont percés d'un trou. Dans chaque trou, un tube distributeur de nectar sucré. L'oiseau va toujours, de préférence, vers le disque dont le rouge est le plus vif. Mais il aime aussi le vert, couleur de son plumage, dans laquelle il se reconnaît. C'est pourquoi il choisit toujours, dans cette autre expérience, le vert le plus soutenu. Et voici une expérience encore plus frappante, filmée aux États-Unis. Cet oiseau-mouche, qui entre parenthèses ne pèse pas le poids d'une pièce américaine de 25 cents, est manifestement attiré par tout ce qui est rouge. La tomate, le vin. Il a bien mérité sa récompense. Une petite grenadine à l'eau, avec colorant. Sans ça, ça ne marcherait pas. Une couleur très prisée des oiseaux est aussi le bleu pur. C'est la couleur de très belles broméliacées américaines comme les puyas, les tillandsia, etc. D'autres fleurs adoptent tout simplement les couleurs arborées, c'est le cas de le dire, par les oiseaux eux-mêmes. Les plumes de cet oiseau-mouche ne sont d'ailleurs pas colorées. Elles décomposent la lumière par un effet de prisme dans les plumes, de façon à donner ce rose qui varie. Pas besoin non plus d'attirer les oiseaux avec des odeurs. Si l'oiseau est fin bec, il n'a aucun nez. Tout bien considéré, les fleurs à oiseaux se fardent donc autrement que les fleurs à insectes et ne se parfument pas. Chacun son métier, à nous les oiseaux, à vous les insectes. Heureusement d'ailleurs pour les fleurs à insectes. Voyez ce Strelitzia reginae, ainsi appelé parce qu'il fut dédié à la princesse de Mecklembourg-Strelitz, épouse de Georges III d'Angleterre, Strelitz étant le nom d'un ancien duché d'Allemagne.
C'est un vrai réservoir de nectar. Imaginez que le Strelitzia, et avec lui toutes les fleurs à oiseaux, par exemple, la minuscule fleur de cet aloe s'avise de se parfumer pour attirer aussi les insectes et d'adopter en outre les couleurs qu'ils voient le mieux. Les fleurs à insectes, qui ne fournissent pas le 10e d'une telle quantité de nectar, perdraient tous leurs clients. Ce serait la mort des petits commerçants. On connaît pourtant des exceptions. On voit souvent des colibris dire à de gros papillons « pousse-toi de là que je m'y mette ». Ce n'est pas du nectar pour ta trompe. Et il arrive que l'insecte se rebiffe. Un gros papillon, qui tire sa nourriture des fleurs de Puya alpestris et qui en échange les féconde, doit passer son temps à chasser les oiseaux qui veulent prendre sa place. Ces bagarres pour une fleur, entre insectes et oiseaux, sont d'autant plus vives qu'il s'agit d'espèces fidèles à une fleur. Autrement dit, la fidélité à la fleur suscite la jalousie, comme dans toute relation amoureuse durable. Voici une histoire où la fidélité apparaît absolument indispensable. C'est l'histoire des pinstémons. Voici le premier acteur de l'histoire, Pinstémon centrotifolius. Il est fait pour être pollinisé par les colibris. Fleur d'un beau rouge carmin, tube étroit et profond, riche en nectar. Maintenant, voici un autre membre de la même famille, le Pinstémon palmeri. Changement de décor. Fleur de couleur crème, ce qui n'attire pas les oiseaux, plus ouverte aussi, et en plus une forte lèvre inférieure qui est une piste d'atterrissage pour insectes. Effectivement, ce pinstémon est pollinisé par une grosse abeille. Enfin, regardez bien ce troisième pinstémon. Manifestement, c'est le résultat d'un croisement entre les deux premiers. Question. Qui va polliniser cet hybride? Le colibri ou l'abeille? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Le tube de sa corolle est devenu trop large pour le bec du colibri, qui s'y égare, et trop étroit pour le corps de la grosse abeille. En fait, le pinstémon bâtard a sélectionné son propre pollinisateur. C'est une guêpe dont la taille est juste faite pour sa corolle. Et si l'on peut dire, il a bien fait. Pourquoi? Parce que s'il était pollinisé par le colibri, celui-ci s'empresserait de le recroiser avec le premier de ses parents, la grosse fleur carmin. Et il cesserait d'exister tel qu'il est, dès la prochaine génération. Et s'il était pollinisé par la grosse abeille, même chose. Il se retrouverait mélangé à son deuxième parent, la fleur crème. Dans les deux cas, l'hybride à fleur lilas disparaîtrait. En se trouvant un pollinisateur bien à lui, le bâtard se met à l'abri de tout croisement nouveau. Il affirme son identité et garantit le maintien intégral de son patrimoine héréditaire. La nature fait ici de la fidélité au pollinisateur la condition même de la survie de l'espèce. Voici un cousin célèbre du Strelitzia, lui aussi fécondé par les oiseaux. Le Ravenala, l'arbre le plus riche en sève, au point qu'on l'appelle l'arbre du voyageur. Ces immenses feuilles qui se recouvrent en tresses, à la base, emprisonnent l'eau de pluie, ce qui donne à boire aux oiseaux. Quant au voyageur assoiffé, il lui suffit de faire une incision, comme ceci. Il en jaillit de la sève mélangée à de l'eau. Ne pas insister inutilement, c'est vampiriser la plante. Ah, voici l'une des fleurs à oiseaux les plus classiques. L'hibiscus. Pour que l'oiseau vienne boire son nectar et emporte son pollen sur ses plumes au passage, ou au contraire en dépose sur son organe femelle, comment s'organise cette fleur? D'abord, elle est souvent rouge. Ou du moins, il y a du rouge au centre de la corolle. Ceci pour attirer l'oiseau. Ensuite, son nectar est au fond de la corolle. Si bien que l'oiseau, en venant le chercher, touchera forcément ses étamines chargées de pollen sur la colonne centrale. Ou alors, l'oiseau déposera du pollen, au contraire, sur la partie fécondable de l'organe femelle de la fleur qui n'attend que ça. À propos d'hibiscus d'ailleurs, l'un de nos opérateurs, Georges Giauffret, a vécu une petite aventure en explorant l'île Maurice, près de Madagascar.
À peine est-il arrivé qu'un botaniste local lui dit « Figurez-vous qu'on nous signale dans la forêt une certaine espèce d'hibiscus que l'on croyait disparu depuis le XVIIIe siècle. Avec un peu de chance, si c'est vrai, vous allez pouvoir le filmer. » C'était vrai. À force de patience, le botaniste et notre caméraman ont retrouvé l'hibiscus survivant. Le voici. Pour un profane, il n'a pas du tout l'air d'avoir été porté disparu depuis 200 ans. Pendant qu'ils étaient à l'île Maurice, nos reporters ont appris l'étrange histoire du dodo. Sur les armoiries de l'île figure un étrange oiseau, le dodo. On ne le trouve plus que figuré, ou au mieux, empaillé, ou à l'état de squelette au musée de l'île. Les Mauriciens l'ont tellement chassé qu'il a disparu depuis plus d'un siècle. Oui, mais voilà. Le dodo mangeait les fruits d'un arbre, le calvaria, dont il allait, après transit intestinal, rejeter les graines plus loin, ce qui propageait le calvaria dans l'île. Résultat, plus de dodo, plus de calvaria. Il en reste 2 dans l'île Maurice, celui-ci, à moitié mort déjà, et cet autre, peinturluré dans un virage pour que les voitures l'évitent. Mais revenons aux fleurs à oiseaux. Comment les oiseaux fécondent-ils les fleurs? Les filmer au travail est une entreprise qui demande une préparation et une patience énormes. Impossible dans la nature. Il faut utiliser une caméra ultra rapide pour obtenir un ralenti à la projection. Il faut habituer les oiseaux à la présence des opérateurs et des projecteurs qui les font fuir ou les énervent. Nous sommes ici dans le midi de la France, près de Valence, au jardin aux oiseaux de Huppy. En fait, la plupart du temps, les fleurs à oiseaux sont incapables de faire atterrir les oiseaux sur leur corolle, comme le font celles qui attirent les insectes. Il faut donc que les oiseaux pratiquent le vol en sustentation. C'est toute une technique. Parmi tous les oiseaux du monde, les colibris sont certainement ceux qui volent le mieux. Chez les autres oiseaux, seul l'abaissement des ailes a un effet aérodynamique. Le colibri trouve le moyen, lui, d'utiliser aussi le relèvement de ses ailes pour produire une force aérodynamique. Ce qui est tout simplement génial parce que ça lui permet de faire du surplace pour boire le nectar que lui offrent les fleurs. Les colibris font battre leurs ailes jusqu'à plus de 60 fois par seconde. Ils sont les seuls oiseaux capables de voler dans tous les sens, y compris de côté et parfois en arrière. La visite d'une fleur, à vitesse normale, dure quelques secondes. Elle est toujours imprévisible. Et un colibri a besoin de nectar 50 fois par jour. Comme chaque fois qu'une fleur est visitée, elle est fécondée, on comprend que 20% des fleurs du Brésil, par exemple, ont choisi de s'abonner aux oiseaux. Car un seul d'entre eux peut féconder plusieurs milliers de fleurs par jour. Malgré tout, les fleurs à oiseaux se méfient de leurs partenaires. Au cours de l'évolution, elles ont appris à enfouir leurs ovaires au fin fond de leur corolle pour les protéger d'un coup de bec mal placé. Ou encore, voici la technique de la fameuse lettre d'Edgar Poe.
Vous savez, placée tellement en évidence que le voleur ne la voit pas. L'ovaire de la passiflore est brandi en haut d'un mât, comme une provocation. Mais l'attention de l'oiseau en est détournée parce que le nectar qu'il attire est beaucoup plus bas, au fond de la corolle. C'est un moine botaniste qui a baptisé la fleur de la passion passiflore. Il a cru y voir les instruments de la passion du Christ. Les 3 clous, ce sont les 3 stigmates, les organes femelles fécondables, renflés au bout. Les 5 blessures du Christ, ce sont les 5 étamines. Enfin, le fameux ovaire, brandi à l'écart des oiseaux, lui a fait penser à l'éponge imbibée de vinaigre, tendue au crucifié par un soldat romain. Mais voici des arbres qui nous amènent dans un autre monde, celui des chauves-souris, qui les fécondent la nuit. C'est aux chauves-souris que l'on doit, par exemple, les fruits du fameux arbre à saucisses, le kigelia, auquel les anciens attribuaient des vertus aphrodisiaques, tout à fait illusoires. Il est pratiquement impossible de filmer dans la nature, la nuit, la visite d'une fleur par les chauves-souris. Les spécialistes de l'Institut pour le cinéma scientifique de Göttingen, en Allemagne fédérale, ont pourtant réussi un véritable tour de force. Grâce à eux, nous avons le plaisir de vous présenter, en pleine action, Glossophaga soricina, une chauve-souris du Brésil de l'espèce glossophage, ce qui veut dire se nourrissant avec sa langue. D'habitude, la lumière affole les chauves-souris. Il se trouve que celle-ci peut supporter des flashs ultra rapides. On a donc pu obscurcir suffisamment la pièce pour qu'elle s'y trouve à l'aise. On l'a placée sous le champ d'une caméra de télévision ultra sensible et de 2 caméras à haute fréquence, télécommandées, 660 images par seconde, ce qui nous permet de voir le vol ralenti environ 27 fois. Contrairement à l'idée très répandue, on constate que ces étranges mammifères savent très bien voler. Le battement des ailes rappelle celui du colibri, permettant le vol sur place. L'animal utilise sa langue très longue, garnie de papilles, grâce à laquelle elle va boire dans un tube de verre un nectar imitant par le goût et l'odeur un peu aigre celui des fleurs nocturnes qu'il visite habituellement. C'est ainsi que dans les régions tropicales d'Amérique du Sud, les chauves-souris visitent des fleurs qui ne s'ouvrent que la nuit, emportant leur pollen et le transportant d'une fleur à l'autre, ce qui les féconde. En Amérique centrale et du Sud, les cactus céreus, dont les fleurs ne s'ouvrent que la nuit, se sont adaptés à des petites chauves-souris qui, de leur côté, ont fini par s'adapter en ayant au bout de la langue un véritable balai à pollen. C'est de la technique douce. Mais voici la technique sauvage. La fleur du baobab africain est blanche. Pas la peine d'avoir des couleurs pour les chauves-souris. Par contre, elle émet une odeur aigre. L'explication de ce choix est assez stupéfiante. Elle relève tout simplement de l'espionnage industriel. On a découvert que les chauves-souris émettent en vol non seulement des sons, mais des odeurs aigres qui leur serviraient à se signaler entre elles. Or, il semble que les fleurs de baobab aient percé ce code. Elles synthétisent jusqu'à l'odeur précise de l'espèce de chauve-souris qu'elles veulent attirer. Et voici ce qui se passe en une seule nuit au mois de juin. Le bouton pousse au bout d'un long pédoncule qui peut atteindre 50 cm, la tête en bas, ce qui est bien étudié pour les chauves-souris. Et à l'écart des branches, pour que leur système d'approche au radar ne soit pas perturbé par l'écran des feuilles. Ce bouton, gros comme un œuf-doigt, finit par s'ouvrir. La nuit est maintenant tombée. Les 5 sépales qui l'enfermaient commencent à se retrousser. Puis, quand ils sont à mi-hauteur, les 5 pétales s'ouvrent, se défroissent et se retroussent vers le haut, eux aussi. Alors apparaissent les étamines chargées de pollen, qui s'écartent en boule.
2000 au total. En même temps, le style, l'organe femelle de la fleur, se redresse lui aussi vers le haut, prêt à recevoir du pollen. Tout est prêt pour les chauves-souris. Elles arrivent, font un peu de vol stationnaire, puis plantent leurs griffes dans le tissu de la corolle, qui est fabriqué assez résistant pour ça. Elles sucent le nectar très abondant qui apparaît à la base des sépales et mangent aussi du pollen des étamines, la tête en bas. Au petit matin, la fleur du baobab, ravagée, est morte. Tout tombe, sauf l'organe femelle fécondé, qui donnera un fruit. Le but est atteint, en une seule nuit. Mais à quel prix? Telle est donc l'aventure des fleurs abonnées aux oiseaux et aux chauves-souris. Des fleurs qui sont parmi les plus anciennes connues. On pense donc que c'est beaucoup plus tard, à mesure que la Terre se refroidit, que les fleurs ont évolué vers des dimensions plus petites et se sont peu à peu, dans les zones tempérées, adaptées aux insectes. Ce qui les a obligés à inventer des techniques encore beaucoup plus extraordinaires. Ce sera pour les prochains épisodes de l'aventure des plantes. Vous y verrez que le contrat entre les fleurs et les insectes va des amours furtives aux amours fidèles. Vous y découvrirez de véritables contrats d'assistance, d'échange de services. Vous y verrez des inventions extraordinaires. Les petites fleurs à piston de la centaurée, par exemple. Vous verrez fonctionner le piège à moucherons de l'arôme sauvage. Vous serez émerveillé par le piège à crampons mis au point par la petite fleur de l'asclépias. Vous verrez même, car il y a des asociaux partout, la fleur du désert qui tue. Et la fleur des marais victime d'un cambriolage avec effraction. Car rien ne ressemble tant à l'aventure des plantes que celle des hommes. Nous n'avons pas fini de le découvrir.